Oui, parce qu'en bon littéraire, je reste assis et collé à mes notes et mon micro. Donc bonjour à toutes et tous. Donc, je vais d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de ce colloque très intéressant, puisqu'il nous permet de côtoyer justement d'autres disciplines qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser. Donc effectivement, je vais vous parler de littérature, puisque ma thèse s'ancre dans cette discipline, notamment en littérature française, puisque je m'intéresse à la pensée des peurs du temps présent par le prisme du Moyen-Âge et par le biais de la littérature. Donc, dans le cadre d'une telle thèse qui va croiser les époques et qui va croiser les différents élans littéraires, je vais forcément m'intéresser à des romans contemporains qui vont s'intéresser et qui vont prendre pour cadre le Moyen-Âge. Donc, c'est notamment le cas de l'œuvre qui va nous intéresser dans cette communication, donc, qui est une œuvre publiée à la toute fin du XXe siècle, en 1997, et qui s'appelle Le Château des Poisons de Serge Brussolo. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé complet de l'œuvre pour gagner un peu de temps, mais pour avoir les grandes lignes, il s'agit en fait d'un polar médiéval avec tout ce que cela sous-tend en termes de rebondissement, d'enquête, de force de détective, un peu la Sherlock Holmes, dans lequel nous suivons un chevalier errant qui va de quête en quête afin d'obtenir assez d'argent pour se constituer une armure complète de véritable chevalier. Donc on reviendra sur cette notion de vrai chevalier qui hante le personnage durant tout le récit. On a l'idée dans ce roman d'un Moyen-Âge un peu cliché, un peu stéréotypé, un Moyen-Âge sans dessus-dessous, qui est un peu grimé par le prisme de la littérature horrifique, de l'horreur, des corps meurtris et de la violence. Donc il me semble quand même que ce propos sur un monde déclinant s'ancre dans l'œuvre plus globale de l'auteur et dans son propos qu'il tisse durant toute son œuvre. Et si c'est ce roman qui m'intéressait dans le cadre de cette communication, eh bien, c'est parce que le personnage de Montpéril est en fait construit et caractérisé par rapport à ses origines sociales, ses origines premières. Et ce qui est intéressant, c'est que l'itinéraire romanesque de ce personnage, dans sa structure même, va être constamment parasité par ses origines premières, par cette idée de conditions sociales originelles. C'est un personnage qui en fait est tout à fait déterminé par ces origines-là, et qui en fait est tout à fait déterminé malgré ses rêves de grandeur. Donc on est là dans des considérations que la littérature a beaucoup traité déjà, notamment au XIXe avec Zola, mais au Moyen-Âge déjà. Donc cela ne fait pas montre d'une grande originalité dans le propos, mais ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette présentation, eh bien, c'est que cette impossibilité à fuir ses origines premières semble s'ancrer dans une idée de déclin du monde, de décadence, et un propos qui s'avère être au cœur de l'œuvre de Serge Brussolo, et qui va notamment avoir attrait aussi à l'absence de transcendance dans la modernité. Donc on reviendra sur cette idée de passage du sacré au profane également. Et à partir de cette thèse, on va se demander eh bien, comment l'itinéraire romanesque du personnage de Montpéril est rattrapé par les origines de ce dernier, et pourquoi cette question donc semble s'ancrer dans l'idée plus globale d'un monde en déclin. Donc je vais dans un premier temps vous présenter ce personnage et la manière dont il évolue dans le roman, puis nous verrons dans un second temps justement comment cette impossibilité à se détacher de ses origines semble témoigner d'un monde déclinant, désespéré et sans transcendance possible. Donc la première question que nous allons nous poser, c'est est-ce que Montpéril est un chevalier de pacotille? Donc à l'origine de ce personnage dans le roman, et c'est ce que nous voyons au premier chapitre, nous apprenons comment Jean le bûcheron devint Montpéril le chevalier errant. Donc comme je le disais, je ne vais pas vous résumer toute l'œuvre, mais ce chapitre premier est important justement parce qu'il dresse les origines textuelles de ce personnage. Montpéril est fait chevalier un peu par la force des choses. Il se mêle à une bataille à laquelle il n'est pas vraiment invité, lui qui est bûcheron, et va par ses faits d'armes parvenir eh bien, à se faire remarquer par le baron qui mène l'une des armées. Et ce baron, pour le féliciter, un peu de manière incongrue, dans un dernier souffle, va décider de le faire chevalier. Donc c'est une manière en fait tout à fait
étrange de faire un personnage chevalier pour le Moyen-Âge, donc on voit déjà que Serge Brussolo s'éloigne de la véracité d'un Moyen-Âge réaliste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le baron va donner à Jean une bourse contenant sa terre, puisque tout chevalier, normalement, se doit d'avoir une terre. Tout chevalier est un seigneur, et fait ironique, c'est que le baron va donner littéralement une bourse contenant de la terre. Bourse que Jean va garder avec lui durant tout le roman. Il porte littéralement avec lui ses origines, un peu comme on porterait un boulet à son pied. Et c'est un procédé littéraire qu'utilise déjà Brussolo, enfin, qu'utilisera plus tard Brussolo dans un roman qui s'appelle Cendres vives, où un sorcier Jéricho se balade durant tout le roman avec une urne contenant les cendres de sa tribu massacrée. Donc lui aussi porte ses origines avec lui. On sent que c'est une idée qui revient beaucoup chez l'auteur. Donc ensuite, très rapidement, dans ce premier chapitre, est mise en avant la question du rapport au matériel, à l'équipement, et de fait à l'argent. Donc on lit par exemple, hein, à la page 14, qu'il devient un routier sans aume ni aubert, qui chevaucha un roncin tout juste digne de tirer une charrette. C'est véritablement là un chevalier de pacotille, hein, comme je le disais plus tôt, qui n'a de chevalier que le titre, mais qui n'en a pas le costume, en tout cas, ni les usages. Chose intéressante ici, c'est que la caractérisation donc, du personnage est dans tout ce premier chapitre ancrée dans des considérations purement matérielles, hein, alors que nous sommes dans un cadre médiéval, donc cadre médiéval qui normalement voit les choses par un prisme vertical, donc, hein, puisque c'était la chrétienté qui était au cœur de la pensée à cette époque. Hein, normalement, on pense les choses non pas de manière terrestre, mais on pense les choses par rapport au divin et par rapport à ce qu'il y a tout en dessous. Donc nous allons voir qu'on peut déceler une sorte d'ironie dans cette évocation du roncin tout juste digne de tirer une charrette. On pense forcément au chevalier de Lancelot, au chevalier à la charrette, du Chrétien de Troyes, qui, signe d'opprobre au Moyen-Âge, est obligé de monter dans une charrette pour aller sauver celle qu'il aime. Et on peut voir une ironie sous la plume de Brussolo, justement, à traiter de ce roncin qui serait tout juste digne de tirer une charrette. On voit que Montpéril est là, une fois, bien loin, ne serait-ce que des éléments les plus piteux, en fait, d'un chevalier de la table ronde, qui vont pourtant lui servir de modèle un peu écrasant. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Et ce rapport à la question matérielle, et donc à ses origines plus que modestes, il est filé durant l'intégralité du roman. Lui qui est devenu chevalier un peu par la force des choses, hein, comme je le disais, va devoir faire ses preuves, donc en passant par des faits d'armes, mais également en passant peut-être surtout en fait par l'habit, puisque dans le roman, il semble que ce soit bien l'habit qui fasse le moine, ou du moins l'armure qui fasse le chevalier. Même si la question des faux semblants et des masques est au cœur du propos de Brussolo, ce qui trouble un petit peu encore cette idée des origines, mais aussi de l'identité, les deux étant couplés dans le roman. Donc en tout cas, on voit que Montpéril est omnubilé par l'idée de se détacher de sa condition première. L'idée pour lui est de se détacher de son statut de bûcheron pour être un véritable chevalier, et dans une sorte de syndrome de l'imposteur, il va souvent se poser la question de ce qu'il serait s'il était un véritable chevalier, ou du moins espérer être un vrai chevalier. Donc c'est une formule qui revient beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec petit bug d'affichage au niveau des pages, donc pas très grave. Mais voilà, on lit par exemple là, que oui, le temps avait passé, mais Jean n'avait pas encore réussi à mettre assez d'argent. Donc là, on a vraiment l'idée d'une considération purement matérielle pour se couvrir d'acier de la tête aux pieds, comme tout vrai chevalier qui se respecte. Donc j'ai un peu mêlé les citations pour aller plus vite. Donc il semble que le personnage lui-même se rabaisse à ses origines. Mais en fait, les autres personnages du roman vont eux-mêmes le rabaisser à ses origines en questionnant un peu la véracité de ce chevalier un peu étrange, un peu de pacotille, qui n'a pas les usages. C'est notamment le cas à la page 49, hein, c'est un moine qui s'adresse à Jean, Jean qui ne veut pas justement obéir à ce personnage, et il va lui dire « Tu t'en repentiras, marmonna-t-il, le diable se joue des esprits forts, un vrai chevalier n'aurait pas hésité à m'obéir. » À la page 80, une femme qui s'adresse à lui dit « Allez au fait, chevalier », et Jean va penser, donc c'est la deuxième citation, qu'il s'agit là d'un certain sarcasme, hein, qui mettrait en doute la véracité de ce mot, en tout cas du bon usage de ce mot pour ce personnage étrange.
Donc ainsi, on est face à un personnage qui lutte contre ses origines non chevaleresques pour être considéré comme un véritable chevalier et non comme un rustre, pour être en somme considéré non plus comme Jean le bûcheron, mais comme Montpéril, le chevalier errant. Donc la problématique des origines de Jean de Montpéril est vraiment constitutive de la caractérisation du personnage, mais également de la structure du récit, puisque l'enjeu même de la quête, disons fil rouge du protagoniste, est véritablement de se constituer cet habit de chevalier, donc dans des considérations purement pécuniaires. La question de l'argent revient à de nombreuses reprises, comme si elle parasitait vraiment sa quête qui normalement devrait être à la hauteur de celle des chevaliers de la table ronde, de celle des chevaliers des légendes. Et justement, eh bien, ces chevaliers de la table ronde semblent être un modèle un peu inatteignable pour Jean de Montpéril. C'est ce que nous avons à la page 32 dans la citation que vous avez à l'écran. Il lui fallait aussi des éperons d'or, comme dans les contes merveilleux de la table ronde. Y parviendrait-il un jour? Donc on voit bien que ce qui le pousse à la quête chevaleresque, eh bien, c'est le besoin de s'extraire totalement de ses origines, et cette quête presque sans espoir de se hausser au niveau justement des chevaliers des merveilleux contes de la table ronde, de ces modèles qui l'écrasent un peu. Il est comme un nain juché sur les épaules de géants, si on reprend la formule qu'on accorde à Bernard de Chartres au XIIe siècle, pour justement traiter des hommes du Moyen-Âge par rapport aux hommes de l'Antiquité. Donc pour revenir à la citation, il y a aussi l'idée du temps qui passe, comme s'il s'agissait d'une véritable course contre la montre. Et à la question finale de cette citation, donc y parviendrait-il un jour, Serge Brussolo y répond en fait à la toute fin du roman, d'une manière assez ironique là aussi, avec un humour un peu pinçant. Non, il ne sera jamais à la hauteur d'un Gauvin, d'un Lancelot ou d'un Perceval. Donc c'est ce que nous avons à la citation de la page 255 que vous avez à l'écran. Jean prit la bourse, Jean s'intéresse seulement aux choses de l'argent. Il n'était ni Lancelot ni Perceval, il était Jean de Montpéril, l'ancien bûcheron devenu chevalier errant par la force du fer et du sang. Donc nous avons là une citation intéressante, puisqu'on voit que qu'en essayant de devenir véritablement un chevalier, eh bien, par l'argent, il se détache finalement de son objectif premier. Donc il y a là une impossibilité à transcender sa propre condition, à transcender ses origines. Donc on comprend que le personnage est tout à fait bloqué par sa condition première. Et l'évocation de son ancien statut bûcheron, à la dernière page, donc dans cette citation, n'est pas anodine, puisqu'elle nous montre que ce sont ses origines qui déterminent en réalité tout le reste. Donc se détacher de ses origines devient à la fois moteur et obstacle à la réalisation de la quête. On a l'idée, dans cette problématique un peu paradoxale, d'une quête impossible. D'ailleurs, le but de son errance chevaleresque, étant tourné vers des considérations purement matérielles, s'éloigne de fait des chevaliers auxquels il se réfère, puisque ces chevaliers n'étaient forcément pas motivés par les basses choses terrestres, basses choses, considérations pécuniaires par exemple. Si on peut le lire dans cette citation de Philippe Ménard, qui s'est beaucoup intéressé justement au Moyen-Âge et à la littérature du Moyen-Âge, normalement les chevaliers des légendes partent pour trouver leurs aventures, pour se connaître eux-mêmes et pour s'éprouver, pour se mettre au défi. Donc c'est le cas par exemple d'un Lancelot ou d'un Érec sous la plume de Chrétien de Troyes. Donc ainsi Jean se détache des légendes, des mythes pour être un homme parmi les hommes. Et c'est en fait le récit lui-même qui se détache de la merveille des romans et des romans de chevalerie, ou même de l'amour courtois, comme on peut le lire à cette citation. Il n'avait rien d'un beau chevalier pratiquant l'amour courtois. Donc ainsi, il nous semble que cette impossibilité de s'extraire de ses origines sociales pour devenir un héros, présenté comme un modèle inatteignable, est le signe sous la plume de Serge Brussolo d'un monde désespéré, et en déclin, dans ce qui va être l'objet de la seconde et dernière partie, l'impossibilité de s'extraire de ses origines sociales pour devenir un héros est-il le signe d'un monde sans espoir? Donc on va là élargir notre propos à l'œuvre de Serge Brussolo dans sa globalité. Donc Serge Brussolo est un auteur qui a énormément écrit, il a écrit plus de 200 romans et nouvelles dans des genres extrêmement divers. Il a fait du polar, de la fantasy, de la science-fiction, du thriller historique. Donc c'est un écrivain touche à tout.
Et en général, l'écriture de Brussolo est extrêmement sombre, donc tournée vers les angoisses profondes de l'humanité, et les récits prennent place dans des mondes désespérés, souvent pourrissants, en plein déclin. Donc on peut lire, par exemple, dans cette citation de Thierry Jandroc, que vous avez à l'écran, « L'apocalypse brussoléenne est sans espoir, on ne peut lutter contre un ordre en voie de désagrégation ». Donc point intéressant ici, puisque je vous disais je vous disais tout à l'heure que Jean de Montpéril était un personnage en lutte contre ses origines sociales, contre ses origines premières. Il y a donc chez lui une volonté de s'élever. Mais si nous suivons le propos de Thierry Jandroc, et c'est ce que nous allons faire, cette lutte est vouée à l'échec dans le contexte d'un monde en pleine dégénérescence. Et c'est tout à fait le cas du cadre médiéval fantasmé, voilà, grimé sous les traits de l'horreur que nous déploie Serge Brussolo dans Le Château des Poisons. Et l'idée de désespoir, eh bien, il nous semble qu'elle nous vient de l'absence de transcendance et de fait de l'absence du divin. Donc l'écrivain le disait lui-même au micro de François Angelier dans l'excellente émission de France Culture Mauvais Genre, il y a peut-être aussi dans tout ce que j'ai écrit une espèce de quête du divin, d'espérance du divin. Cette espèce de quête désespérée de l'homme sans Dieu. Donc cette question est véritablement au cœur du récit du Château des Poisons, puisque les personnages passent leur temps à chercher la transcendance divine là où il n'y en a pas vraiment. Les personnages doutent, les hommes d'église sont corrompus, le surnaturel est en fait relégué à une nature des plus cruelles, à une absence d'intervention divine ou satanique qui même elle serait finalement un peu rassurante par rapport à, on va dire, à la bassesse des hommes. Et d'une certaine manière, toute la quête de Jean de Montpéril qui cherche à se détacher de ses origines est aussi une quête de la transcendance. Il s'agit de transcender le réel terrestre pour retrouver ne serait-ce qu'un peu de l'éclat des éperons d'or des chevaliers de la table ronde. Mais cette quête, elle est désespérée. Et comme l'écrit l'auteur, le monde terrestre n'est voué qu'à périr, qu'à pourrir, avec un discours presque décadent quant à la modernité. Donc on peut reprendre la citation que vous allez voir à l'écran de Daniel Fondanèche, qui s'en réfère à l'auteur du XIXe siècle, Joris-Karl Huysmans, écrivain du décadentisme lui aussi, de la recherche du sacré et de la transcendance dans un siècle qui se rue de plus en plus vers le règne de l'argent, vers le règne de la technique. Donc Daniel Fondanèche écrit « Seul le pire arrive, emprunté à Huysmans, telle est la morale que semble vouloir nous communiquer Serge Brussolo d'un roman à l'autre. » Il appuie ensuite, tout comme l'auteur, sur le fait que ce dernier traite des mêmes choses en essayant de l'habiller de la même manière et par le prisme de genre et de cadres très divers. Donc, Serge Brussolo fait également ce constat quant à sa propre écriture, là encore au micro de François Angelier. Je raconte toujours un peu la même chose, mais en essayant de l'habiller de manière différente. Donc effectivement, Serge Brussolo, écrivain de la terreur, de l'horreur, est omnubilé par cette question de l'absence du divin, de cette quête désespérée dans des mondes toujours en proie à leur propre fin. On a donc l'exemple de notre roman où l'esthétique mise à l'honneur est celle de l'horrible, de l'horreur, de la pourriture, des corps meurtris, mais cela marche également si nous prenons par exemple un roman de l'auteur comme Les Cavaliers de la Pyramide, donc sorte de thriller antique qui se déroule dans l'Égypte antique justement, et où dès l'amorce du roman, l'auteur nous prévient que son récit prend place dans un monde pré-chrétien et pré-islamique, où la croyance en les dieux du passé s'affaiblit, donc il traite d'une ère d'un chaos spirituel. Prenons aussi l'exemple d'un roman ayant comme cadre le contemporain, cette fois-ci, qui s'appelle La Meute, et qui nous décrit une ville totalement aseptisée, où le surnaturel est annihilé par la technique, par la routine du métro-boulot-dodo, comme on dit. Bref, la perte du sacré et l'impossibilité de la transcendance est au cœur des récits de Serge Brussolo, et notre roman Le Château des Poisons ne fait nullement exception, bien au contraire. Donc en outre, le Moyen-Âge qu'il nous présente est un Moyen-Âge finissant, pourrissant, c'est un Moyen-Âge de la fin du... Enfin, c'est la fin du Moyen-Âge, XIIIe, XVe siècle, et c'est bien ce qui l'intéresse dans ce cadre-là. Donc je vais passer un peu plus rapidement parce que je vois que je commence à manquer de temps, mais il est intéressant qu'il prenne comme cadre justement ce Moyen-Âge que nous avons un peu en tête et qui inspire beaucoup les fictions populaires, comme Game of Thrones par exemple, voilà, qui prend cette espèce de Moyen-Âge,
cadre médiéval un peu pourrissant, finissant, un peu sombre, un peu violent, hein, qui n'a rien à voir en fait avec la vérité du Moyen-Âge. Et donc il est intéressant que Serge Brussolo prenne ce cadre-là, mais je vais passer encore une fois un peu rapidement malheureusement sur cette idée-là, mais il l'écrit en tout cas dans le roman à la page 54, le monde était vieux, on arrivait au bout du savoir humain, donc on a l'idée vraiment de ce monde qui est en train de pencher, qui est en train de tomber vers une inexorable chute. Donc j'aimerais conclure mon propos en revenant sur la question des origines au cœur de ce colloque. Il me semble que, je ne sais pas pourquoi le N se fait la malle, il me semble que la construction du personnage basé sur le thème de l'impossibilité à fuir ses origines sociales permet un propos plus large sur l'absence de transcendance et l'ancrage dans un réel régi par un prisme profane. Et je vais même aller plus loin. La problématique des origines se joue autant en termes de construction du récit, donc comme nous l'avons vu, de caractérisation du personnage, que comme thématique plus globale, restituant une vision du monde en proie au déclin. Puisqu'il devient impossible d'être un héros comme les chevaliers d'antan à cause de ses origines sociales, alors le monde est en proie à sa propre perte. Les mythes ont fui le réel et le plan terrestre, et il n'est plus possible d'atteindre leur grandeur exemplaire, signe d'une inexorable chute, comme je le disais un peu plus tôt. La quête impossible de Jean de Montpéril est ancrée dans une sorte de paradoxe, puisqu'il lui devient impossible de retrouver des origines légendaires propres à l'imaginaire de la chevalerie à cause de ses origines individuelles. Serge Brussolo, avec souvent une ironie cinglante et un ludisme dans son écriture, où les rebondissements s'enchaînent, hein, des rebondissements parfois un peu farfelus, est comme un mauvais démiurge qui se jouerait un peu de l'humanité en pleine chute, comme s'il se jouait justement de cette inexorable chute, de cette fin un peu pourrissante, et de cette modernité qui, en fait, n'en a que le nom. Donc sur ces considérations très réjouissantes, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Corentin. Est-ce qu'il y aurait des questions? Moi, j'en ai une. Alors, tu as parlé du fait qu'effectivement, il y avait un Moyen-Âge très fantasmé qui était extrêmement populaire dans la littérature aujourd'hui, et y compris dans la culture visuelle avec les séries, comme tu l'as dit. Pourquoi ce besoin de revenir au Moyen-Âge, particulièrement dans les années 90 ? C'est une question difficile, qui est au cœur pourtant de ma thèse, mais comme je viens de la commencer, donc je vous demande d'être indulgent. J'ai l'impression que, d'autant plus dans une fin de siècle comme celle du XXe, qu'on a tendance à fuir justement la modernité. À la fin du XIXe siècle, certains écrivains comme Léon Bloy, par exemple, ou même Joris Carl Huysmans, dont je parlais, qui avait cet esprit décadent, justement, cet esprit de déclin, revenait lui-même au Moyen-Âge pour retrouver un peu de la merveille du christianisme. Léon Bloy l'a fait aussi. Au XXe siècle, on a beaucoup eu ça dans le théâtre, notamment dans le théâtre grotesque. Et je pense qu'il y a là, en fait, une recherche d'une spiritualité perdue, une recherche d'un monde doré perdu. Alors, peut-être pas dans les fictions populaires comme Game of Thrones, où là c'est vraiment l'influence de la fantaisie du XXe siècle, justement, qui va être prônée, et puis voilà, tout cet imaginaire médiéval qui est extrêmement florissant, extrêmement intéressant, et puis la redécouverte justement de certains textes, de certaines légendes par des auteurs comme Tolkien, hein, par exemple. Donc voilà, j'ai pas une réponse très figée, mais j'ai essayé de me dépatouiller. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ? Plus les origines sociales, individuelles. En revanche, on parlait de Cendre Vive tout à l'heure avec ce sorcier de Jéricho. Là, c'est l'appartenance à un peuple, à une tribu qui va être mise. Donc peut-être pas géographique, mais en tout cas l'appartenance à un peuple est souvent au cœur de son écriture. Et c'est pareil pour les Cavaliers de la Pyramide, il me semble, avec une héroïne. Alors je ne connais pas la globalité de l'œuvre de Serge Brussolo, puisqu'il a écrit plus de 200 romans et nouvelles, et même lui, en fait, a abandonné l'idée de faire le conte. Hein, et quand on lui pose la question, d'ailleurs, il répond, c'est ce qu'il répond à François Angelier, il dit « Oh, je m'en fous !» Donc voilà, mais peut-être ce serait une question à se poser aussi. Comme c'est un chevalier errant, donc forcément ça me fait penser à Don Quichotte, et je voulais savoir si c'était pas un anti-Don Quichotte. Autre chose, le chevalier errant de Brussolo. Oui, alors c'est vrai que
pour Don Quichotte se pense chevalier, effectivement, se croit chevalier, et c'est vrai que dans son syndrome de l'imposteur, Jean de Montpéril, lui, ne se pense pas chevalier alors qu'il semble l'être de fait, puisqu'il en a le titre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Don Quichotte se réfugie dans l'illusion. Jean de Montpéril aussi, d'une certaine manière, puisqu'il a l'illusion des mythes d'antan. Il s'enferme un petit peu, en fait, dans les récits chevaleresques d'antan, d'avant le XIIIe siècle, hein, ces récits légendaires, et il s'enferme dans cette vision un peu fantasmée, justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, on se posait aussi cette question par rapport aux textes du passé. Il y a par exemple un texte qui s'appelle Richard sans peur, qui est au cœur de ma thèse, un texte du XVe siècle, où l'auteur semble penser avec nostalgie justement aux récits chevaleresques du début du XIIIe siècle, donc ceux écrits par Chrétien de Troyes, et il semble qu'il y a l'impossibilité à la fin du Moyen-Âge justement de revivre véritablement ça. Là on peut être aussi dans l'enfermement, dans des illusions un peu comme Don Quichotte. J'ai pas l'impression que le personnage soit dans la folie de Don Quichotte, donc c'est quand même un chevalier errant. Oui, c'est vrai. Non, il n'est pas du tout dans cette folie, puisqu'il est homme parmi les hommes et bien ancré dans le réel, le plus bas, le plus beau. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Merci beaucoup. Merci à vous.